Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Des signaux faibles apparaissent et des tendances se développent dans notre société. Les leaders savent les sentir et les transformer en opportunités pour créer leur business, étendre leurs activités et mettre au point les meilleures pratiques dans les industries du sport outdoor et du tourisme. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Soleylac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, et en particulier des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette deuxième saison, à l'aide de nos invités, nous voulons pousser un peu plus loin la découverte de chaque pilier de la plateforme de marque et certains métiers liés au marketing et à la communication des marques de sport outdoor et des destinations touristiques. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous allons à nouveau parler de ciblage client. Pour illustrer ce sujet, nous avons la chance d'être accueillis dans les magnifiques studios du groupe Montblanc Média, dirigé par Caroline Chicard-Keubler. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors ces 2 dernières semaines, Armelle, tu nous as parlé de ciblage client et aussi d'inbound marketing. Alors pour faire short and switch, est-ce que tu pourrais nous expliquer les étapes qui sont à suivre pour réussir l'identification de son cœur de cible ? Oui, Ariane. Alors, vous êtes maintenant parfaitement au courant de l'importance d'identifier ces cibles de manière précise pour mieux vous adresser à elles. Il vous faut maintenant avancer étape par étape pour arriver à déterminer votre cœur de cible le plus précisément possible. La semaine dernière, je vous avais dit que la première étape, c'était de segmenter votre marché et je vous avais expliqué comment le faire. La deuxième étape, c'est désormais de segmenter votre offre. Si d'aventure vous confondez segmentation et ciblage, eh bien malheureusement vous commettez une erreur. La segmentation intervient en amont de votre processus de ciblage. Créer des segments implique de former des groupes d'individus grâce à des critères factuels qui les concernent. Vous pouvez ainsi choisir un segment par rapport à une tranche d'âge ou à une catégorie socio-professionnelle ou éventuellement des critères géographiques. Vos segments doivent ainsi être homogènes et facilement différenciables les uns des autres. Ainsi, votre segmentation demeurera tant que vous restez sur votre marché actuel, alors que votre cible peut changer selon les actions marketing entreprises. La troisième étape, c'est de récolter et surtout d'analyser les données. Vous entendrez peut-être des marketeurs expliquer, utiliser des expressions comme collecter de la data ou faire du data mining. Alors c'est strictement la même chose, même si avec des beaux anglicismes, eh bien on se la raconte un peu parce que nous les marketeurs, on a souvent besoin de se donner de l'importance. D'accord, merci Armelle. Mais comment est-ce que tu fais justement pour collecter des données qui soient pertinentes sur des clients potentiels ? Idéalement en allant à leur rencontre dans la vraie vie, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, le terrain ne ment jamais. Mais vous allez me dire que c'est parfois très compliqué parce que vous pouvez être potentiellement assez loin de vos clients ou de vos prospects. Éventuellement, ça peut être parce que vous n'avez pas le temps ou pas les moyens de faire des études qualitatives et quantitatives approfondies ou tout simplement des questionnaires de satisfaction. Et c'est là que la magie du web intervient. Il est en effet possible aujourd'hui de récupérer un nombre infini de données sur les clients par le click tracking notamment. Et oui, j'ai l'habitude aussi de dire que les marketeurs sont très loin d'être des enfants de cœur. Bref, on va pouvoir avec ça savoir quels sont les besoins de nos clients, quelles sont leurs valeurs, quels sont les prix qu'ils sont prêts à payer, quel comportement d'achat et surtout quel comportement de consommation d'un territoire ou d'un produit ou d'un service est-ce qu'ils vont adopter, notamment en ligne.
Alors attention quand même, parce qu'il y a des limites à ces pratiques, notamment sur les données qu'on peut collecter, notamment parce que le e-commerce, en France, ça ne représente que, pour l'année 2021, 13,4% du commerce de retail. J'ai obtenu ces chiffres grâce à la FEVAD, qui est la Fédération e-commerce et vente à distance. Donc tous ces éléments ne sont pas nécessairement totalement représentatifs de l'ensemble de vos consommateurs. Bref, une fois que vous avez réuni des données, que ce soit en allant sur le terrain ou en ligne, c'est très important de les faire parler. Et souvent, on se contente de collecter les données sans nécessairement les utiliser. Donc, il faut leur donner du sens en les identifiant et en identifiant notamment les critères psychologiques qui sont à l'origine des conversions commerciales. Alors, une conversion commerciale, eh bien, c'est le fait d'acheter un produit, un service ou une destination. Autrement dit, il est nécessaire de connaître les centres d'intérêt, les styles de vie, mais également les sentiments, les envies et les valeurs des consommateurs. Une bonne indication de ces critères est importante pour adapter son offre et sa mise sur le marché. Pour ce qui est de la 4e étape, qui est de créer son persona, eh bien, je vous propose qu'on en parle dans le prochain épisode. Merci Armelle pour toutes ces précisions fort intéressantes. Caroline, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours académique, s'il te plaît, et également les grandes lignes de ta carrière professionnelle jusqu'au poste que tu occupes aujourd'hui ? Oui, alors le poste que j'occupe aujourd'hui, finalement, c'est une conséquence de tout un parcours de vie. Et si je peux me permettre, qui démarre dès l'enfance, puisqu'on est dans un podcast qui s'appelle Outdoor Minds. On se parle aussi de montagne. Et moi, j'ai commencé le ski, j'avais 4 ans. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, que j'ai pu faire pendant pas mal d'années avec mes parents. Et en fait, arrivée à 15 ans, la question s'est posée de carrément devenir monitrice de ski. C'est aussi à ce moment-là que j'ai fait mes premiers stages en entreprise, le fameux stage de 3e. Et moi, je l'ai fait dans la radio locale près de chez moi. Donc là, ça a dit quelque chose entre il y a peut-être un métier qui se dessine autour du journalisme, mais aussi autour du ski. Voilà, c'était un peu un premier point. Et puis ensuite, j'ai quand même compris que la communication, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment. Donc j'ai continué là-dedans et j'ai fait mes études dans ce sens-là. Donc c'est à Clermont-Ferrand que j'ai fait mes études, avec un DESS communication et management en poche. Donc ces années d'études, en fait, ont été animées et partagées après avec le début de ma vie professionnelle, avec les voyages. En 10 ans, j'ai fait une 30aine de voyages à travers le monde et en Europe. Et les voyages, ce qu'il y a d'extraordinaire, et Armelle, vous êtes bien placée pour le savoir, ça éveille les sens, ça ouvre l'esprit de manière dingue. Et ça permet surtout de faire des rencontres incroyables qui vous apportent et vous nourrissent sur votre perception de la vie et des choses. Donc moi, j'ai beaucoup aimé cette phase qui en parallèle de ma vie professionnelle me nourrissait énormément. Donc après mes études, je suis partie à Paris pour vivre une première expérience en agence de communication. Et en fait, là, il y a eu la rencontre avec... Voilà, c'est ça que je veux faire, je veux être là-dedans. J'ai la rencontre avec la communication vraiment, dans une industrie, en fait, une machine à faire de la communication tout le temps. C'est ça que je voulais et ça a été la vraie rencontre. Alors cette machine à communication, entre guillemets, c'était pas pour le côté spot de pub à gogo, c'était pour le côté histoire déjà qui me plaisait beaucoup. Les histoires de contenu, les histoires des marques, qu'est-ce qu'on pouvait raconter, qu'est-ce qui pouvait donner du sens. Moi, c'est ça qui m'animait beaucoup. Et en fait, d'une expérience où je me suis dit, je vais peut-être rester 2-3 ans, je suis restée une 15aine d'années en fait en agence à Paris. Donc, en particulier chez Havas, qui a été pour moi une boîte incroyable, qui a eu des organisations bouleversées, qui a évolué, mais qui a été vraiment pour moi une boîte formidable. Voilà, donc une vie faite d'innovation, de créativité, comme j'aimais, dans une ville hyper dynamique qui était Paris, qui m'allait bien. Mais pour autant, mes premiers amours de la montagne revenaient régulièrement, donc j'allais régulièrement en montagne.
avec mon mari et on venait régulièrement en Haute-Savoie où on a des amis. Donc on y venait même plusieurs fois par an, entre guillemets en hors saison. Et puis à partir de là, on s'est dit il faut qu'on y aille plus, il faut qu'on aille y vivre, puisque quand les enfants arrivent, ça vous change quand même un peu les choses sur votre quotidien. Donc ça a été pareil à un moment donné où les planètes se sont alignées. J'ai donc démissionné d'Havas et puis j'ai fait un suivi de conjoint. Et donc je suis arrivée sans rien. Donc tout était à construire pour moi ici. Et donc le jeu du réseau au bon moment, au bon endroit, sans rien lâcher, hein, la ténacité c'est quelque chose qui me caractérise plutôt. Ça a du coup dessiné un nouvel horizon professionnel ici, où à la fois il y avait l'aspect montagne et puis à la fois il y avait l'aspect média que j'aimais beaucoup. Donc je suis arrivée en direction marketing au départ dans le groupe. Et puis au fur et à mesure, les choses ont été faites de telle manière à ce que on me fasse la proposition du poste de direction générale. Alors je pense qu'il y a qu'à moi, qu'on le proposait et je l'avais pas forcément demandé, mais il est arrivé et probablement j'avais déjà la juste vision de comment les choses pouvaient être mises en perspective, qui justifiait cette nomination. Donc j'ai été nommée directrice générale avec grand plaisir. Et voilà où j'en suis. Donc à 40 ans, femme DG d'une entreprise média en local, oui, ça me va bien. Voilà. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce groupe Montblanc Média que tu diriges ? Qu'est-ce qu'il fait ? Parce qu'il va au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Quelle est sa proposition de valeur pour les clients et éventuellement quelles sont ses valeurs ? Alors, le groupe Montblanc Média est au départ connu pour Radio Montblanc, qui est la locomotive du groupe, puisque Radio Montblanc, c'est une radio locale qui existe depuis une quarantaine d'années, qui s'est développée d'année en année et qui a toujours son ADN local, musique, info locale. Mais depuis quelques années, on a créé un pivot sur cette activité d'éditeur-diffuseur, qui est équipée d'une régie commerciale. Pivot à 2 niveaux. Pivot parce que la régie commerciale, elle propose autre chose que du pur spot. Elle en propose bien sûr, mais on veut sortir de cet état d'esprit purement et réducteur de la pub et du spot, qui est vrai, qui fonctionne, mais qu'il faut pouvoir ouvrir. Donc on propose d'autres choses, des contenus, des solutions de communication externe pour les clients, donc des vidéos, du podcast, et surtout du conseil en communication et en marketing. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième niveau de pivot, c'est sur la diversification des activités, où nos locaux, et vous en êtes les témoins aujourd'hui, sont équipés d'un vrai plateau de télé avec une régie professionnelle et d'un espace réceptif pour les entreprises. Donc ça nous permet de cibler une deuxième cible. La radio, qui est un média grand public, cible du B2B au B2C, du business to customer à la fin, au grand public. Et puis là, ces équipements-là sont faits pour cibler du B2B, donc les professionnels uniquement, et je dirais B2B to RH ou B2B to RSE ou B2B to dirigeants, parce que ces lieux en fait permettent de développer des activités de formation média training, de séminaires en vidéo dans le plateau télé ou de réceptifs pour un séminaire ou une conférence. Waouh, c'est énorme. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir, on essaiera de vous mettre des photos en ligne, mais moi j'ai vu plus d'une vingtaine de plateaux télé et j'ai jamais vu des plateaux de cette qualité-là. Donc ça vaut le coup d'être vu et encore plus de pouvoir participer et produire des contenus ici. Et surtout, en complément de ça, c'est que la proposition de valeur, c'est qu'on est dans une logique de circuit court. C'est-à-dire que cette qualité d'outil professionnel-là, il est ici au cœur de la Haute-Savoie. Donc des entreprises qui veulent stratégiquement utiliser des outils de haut niveau peuvent le faire ici sans aller à Lyon ou à Paris et vivre tout ça en local. Donc moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi de développer tout ça. Alors, tu le disais dans le cadre de la préparation de cette émission, on peut faire appel à un animateur, mais on a comme ça des gens qui, au sein de leur entreprise, développent quasiment une nouvelle compétence et aussi une posture qui viennent animer les contenus qui sont diffusés. Et est-ce que ça suscite des vocations ?
Alors ça suscite des vocations court terme sur le moment parce que les DG, les directeurs commerciaux, directeurs marketing sont animés, c'est le cas de le dire, par cette expérience en fait qui se passe en plateau et on voit les appétences des uns et des autres à le faire, donc ça les amuse et finalement d'un séminaire où on se dit qu'on va présenter le bilan et perspectives de la boîte et qu'on va avoir des chiffres et que ça va peut-être pas être super drôle, tout d'un coup le directeur commercial ou DG de la structure le vit de manière beaucoup plus fun, le vit de manière beaucoup plus incarnée dans le cadre d'une fausse émission de télé en fait. Donc ça crée quelque chose de fort qui reste et ça crée une sorte de team building aussi pour les équipes qui nous font toujours des commentaires sur le coup et a posteriori de cette expérience qu'ils souhaitent dans la majeure partie des cas renouveler. Il y a un renforcement de la proximité des équipes dans ce genre de situation, très probablement. Ça soude parce qu'en fait, on mêle le pro et le fun, alors qu'on ne pense pas que c'était possible, en fait. Et la combinaison de ce côté professionnel, cranté, façon émission de télé, avec du fun, où les managers d'une boîte deviennent des chroniqueurs et animateurs, c'est hyper fort, quoi. C'est hyper fort. Et c'est aussi très qualitatif parce que ça change d'un séminaire plus ou moins hybride avec une partie des personnes en physique et d'autres qui sont sur Teams avec une qualité de connexion pas toujours fantastique, une qualité de son et d'image où il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas d'angle, c'est toujours la même caméra pointée parfois de façon très hasardeuse sur les visages. Donc là, on a une qualité qui est vraiment exceptionnelle. Oui, et puis puisqu'on se parle de ciblage, ça cible un sujet qui est le sujet de la marque employeur, qui est le sujet de la montée en compétences des collaborateurs, et finalement ça les oblige, entre guillemets, de manière fun, à être concis sur leurs propos, parce qu'une émission de télé, ça doit être concis pour tenir en haleine et en attention les gens. Ça les oblige à travailler leur posture parce que tout d'un coup il y a des caméras qui sont autour d'eux, et dans certains cas on organise un média training pour eux en formation pour leur faciliter et préparer ce terrain d'expérience et ce terrain d'expression. Donc en fin de compte on est au cœur du sujet communication, marque employeur, RH, RSE, qui est super fort et qui est le sujet du moment pour les entreprises. Alors, en tant que directrice générale d'un groupe de médias, à quoi ressemble ton quotidien professionnel ? C'est quoi une journée type, s'il peut y en avoir une, de Caroline ? Alors, il n'y a pas forcément une journée type, effectivement. Il y a parfois des grands écarts. Moi, je dirais qu'en fait, dans la majeure partie des cas, c'est divisé en 3. C'est-à-dire qu'on a 30% de court terme et d'opérationnel, 30% de moyen terme et puis 30% de plus long terme. Les 3 sont importants parce que dans une boîte, le patron qui ne sait pas ce qui se passe dans ses équipes un peu au quotidien et qui est hyper loin de tout ça, ne réalise pas peut-être leurs valeurs, à quel point il y a telle ou telle mission qui sont clés, qui sont chronophages, qui sont ceci, cela et comment on peut y répondre. Donc c'est important d'être en prise réelle avec les équipes, donc d'avoir un minimum de présence opérationnelle. 2, le moyen terme, il permet aussi d'anticiper des événements, comment on va les traiter, comment on va les réaliser, que ce soit le côté média ou hors média, comment on va s'organiser sur les mois qui arrivent. Et puis le long terme, pour un DG, c'est juste ultra précieux parce qu'il faut être dehors, il faut sortir, il faut faire de la veille, il faut observer les tendances, il faut représenter la marque Montblanc Média, le groupe Montblanc Média, la marque Radio Montblanc à l'extérieur. C'est hyper important. Donc ce long terme, j'y tiens et je veux aussi le développer davantage dans les mois qui viennent. Parce qu'en fait, on est sur un secteur qui mute énormément. Les médias, tous les 3 mois, tous les 6 mois, ça mute, alors avec plus ou moins des enjeux forts, mais c'est le sujet clé, quoi. Donc il faut impérativement être sur le coup d'après. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions ? Au contraire, quels sont les plus gros challenges que tu dois relever ? Alors ce challenge de la mutation des médias, en fait, c'est le challenge à relever parce que il faut être en fait non seulement faut être là au bon moment, mais il faut surtout être là sur le coup d'après. On peut pas se permettre d'être en retard en fait. Donc sinon ça plombe. Donc il faut absolument créer les conditions pour être toujours sur le coup d'après, d'avoir la longueur d'avance
Pour l'instant, on la tient avec ce qu'on fait parce qu'on propose des choses innovantes qui ont du sens. Donc un deuxième point de moi, ce qui m'anime, c'est le sens. C'est-à-dire que si on ne fait pas des choses qui ont du sens pour soi-même, pour ses équipes et pour le secteur dans lequel on est, on se lève pas le matin en fait. Enfin moi je me lève pas le matin, donc si je suis pas animée par quelque chose qui se passe autour du sens, je trouve que c'est pas intéressant. Donc moi c'est ce que j'essaie d'insuffler aux équipes et c'est ce qui m'anime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup voir aussi, c'est le fait que les équipes grandissent et s'épanouissent, de pouvoir faire matcher leurs attentes, les attentes des collaborateurs et les objectifs de l'entreprise. Si vous avez des objectifs dans une entreprise mais que personne ne veut le faire, on ne risque pas d'avancer. Et s'il y a des attentes des collaborateurs qu'on ne sait pas et qui ne vont pas avec les objectifs de l'entreprise, ça ne marchera pas non plus. Donc le terrain d'entente à trouver, et c'est aussi pour ça quand j'ai créé les entretiens professionnels annuels et mi-parcours qui n'existaient pas avant, j'ai voulu déceler ça en fait, avec des questions très ouvertes. Qu'est-ce qui vous intéresse de faire ? Ok, on a ça qui peuvent arriver comme sujet moyen terme ou long terme. On va essayer de voir comment on peut se les faire rencontrer. C'est comme ça, par exemple, avec Jessica qui incarne Dame Nature pour la 3e saison, que cette chronique est arrivée. Il y a 2 ans, je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire. Elle était très souvent à l'extérieur, très souvent animée par l'outdoor, par la nature, par la montagne, qu'elle pratique aussi beaucoup. Et on est arrivé à la conclusion que, en fait, un sujet de chronique autour des bonnes pratiques faites par nos auditeurs et nos partenaires serait sans doute intéressante. Est née Dame Nature. Là, c'est un alignement parfait à partir du moment où, justement, se mettent en alignement, en osmose, aussi bien les volontés, les motivations personnelles qui rejoignent celles du groupe qui nous emploie ou de l'entreprise qui nous emploie, et également les intérêts des clients, des consommateurs, des auditeurs. Alors là, on a un alignement des planètes parfait. Et comme on ne fait bien, c'est souvent une phrase que je répète, mais on ne fait bien que ce qu'on aime. Généralement, le moteur fonctionne bien dans ces cas-là. Est-ce que tu aurais, Caroline, un souvenir ou une anecdote sur une situation que tu as vécue depuis que tu es à ce poste, une situation rocambolesque, innovante, incroyable ? On est dans un métier ou un secteur où finalement des anecdotes, on pourrait en avoir toutes les semaines. Donc c'est difficile d'en isoler une ou deux dans le cadre d'un podcast, mais... Une qui t'a marqué. Un ou deux faits marquants. D'ailleurs, c'est assez récent. J'ai eu la chance d'être invitée totalement par des homologues à moi, en fait, au Québec, il y a quelques mois, pour aller raconter un peu ce qu'on faisait à Radio Mont-Blanc, raconter un peu les bonnes pratiques, les exemples, et puis moi aussi écouter leurs bonnes pratiques. J'ai trouvé cet exemple... en fait intéressant parce que ça dit quelque chose de là où on vient, qu'en fait il faut jamais s'arrêter de rêver et jamais s'arrêter de se battre, parce que c'est pas la taille d'une entreprise qui compte, mais bien l'état d'esprit et le sens qu'il y a derrière. Et d'être invité à l'autre bout du monde, j'ai compensé mon bilan carbone, je précise, par mes homologues au Québec pour raconter ce qui se faisait au fin fond de la Haute-Savoie. Je trouve que c'est quand même assez précieux et ça dit quelque chose d'assez fort sur ce qui est devenu cette radio, ce qui est devenu le groupe et nos origines et ce qu'on en fait. Donc j'ai trouvé que c'était super intéressant, et en plus le Canada où j'y avais mis les pieds 20 ans en arrière lors de mes premiers voyages où j'y avais travaillé pour le festival de jazz et les francopholies, ça m'amusait beaucoup de retourner sur ces terres-là. Donc ça c'est une anecdote intéressante qui dit quelque chose. Caroline, est-ce que tu peux nous donner une anecdote supplémentaire sur les avantages de la vie ici ? Alors, les avantages de la vie ici, c'est qu'en fait, on a les montagnes à portée de main. Et pendant que les remontées étaient fermées l'année dernière, ce que j'ai découvert, et je ne pensais pas que j'aimerais, ça a été le skating. Ça a été une rencontre avec cette discipline. Quand on voit les biathlètes qui pratiquent, ça n'a rien à voir en termes d'allure, mais en tout cas, le plaisir est là et c'est ce qui compte. Et une anecdote, c'est qu'il m'arrive de pouvoir y faire un saut. Juste à côté, au-dessus, on a le merveilleux plateau de Solaison, qui est un trésor, où je peux faire du skating entre midi et 2. Ça prend 2 heures, 2 heures et quart. On a son matériel, on monte avec son forfait saison. On y va, il fait beau, on mange là-haut, ça vous redope une journée, c'est génial. Est-ce que ça te donne l'impression de presque partir en week-end ou en vacances en l'espace de 2 heures seulement ?
C'est ça le sentiment, c'est que tout d'un coup, déjà que le week-end ici, on a l'impression qu'on est en vacances. Et donc, le format de 2 heures, c'est un peu le week-end. Donc, on fait autre chose en fait. On switch complètement pendant 2 heures. Donc, c'est une escapade qui dure 2 heures et qui dure beaucoup plus longtemps dans la tête. Et on revient avec plein de belles images. Ouais, moi j'ai une autre anecdote de mon côté au sujet du groupe Mont Blanc Média. C'est qu'il y a 2 ans, j'ai vu une publication sur LinkedIn sur ton compte, Caroline, sur le fait que tu avais fait adhérer le groupe au Global Compact des Nations Unies et ça m'a inspirée pour faire la même chose pour Switch. Donc merci beaucoup à toi. C'est grâce à toi et à l'engagement du groupe que désormais il y a une autre entreprise qui tient ses engagements ODD. Est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est le UN Global Compact et pourquoi le groupe s'y est engagé ? La première raison, c'est parce que j'estime que quand on s'appelle Mont Blanc, on a une responsabilité à porter un nom pareil et qu'en fait, ça peut pas être juste un nom qui est prêté pour tout un tas d'activités diverses et variées. Il faut pouvoir en faire quelque chose, encore une fois, qui a du sens. Donc ça, c'est un premier point. Comme vous, je pratique la montagne. Les équipes qui travaillent ici à mes côtés sont aussi des passionnés de montagne. Qu'elles la pratiquent ou qu'elles la contemplent, elles veulent la préserver. Et moi, arriver ici, c'est certainement pas pour gâcher les choses, mais au contraire être dans ce côté préservation. Donc il y a un premier point de comment on fait pour préserver ça. On voit les glaciers qui fondent à vue d'œil et puis les pierres qui chutent. Ça, c'est le premier point. Et puis l'autre point qu'on oublie parfois de dire, c'est que derrière ce Global Compact, c'est pas que l'écologie. Le développement durable, c'est 3 points clés en fait. C'est 1, oui, l'écologie, 2, le social et 3, l'économie. Donc ce Global Compact, c'est un cadre d'engagement volontaire qui encadre justement ces 3 piliers du développement durable. Et ça se dessine à travers ces 17 objectifs de développement durable qu'il faut simplement conduire comme une feuille de route pour atteindre ces objectifs et tendre vers un avenir plus juste et durable. Et l'avenir plus juste et durable, il prend effectivement une part de social et d'économie. Et sur notre territoire, au-delà des glaciers, au niveau social, on est aujourd'hui implanté en vallée au milieu des industries, on se rend compte qu'il est important aussi d'être un porte-voix ou d'être partie prenante de ce qu'il se passe parce qu'on a une matière, une richesse extraordinaire de talents, R&D et une ingénierie formidable dans un décor de fou. Mais en fait, ça ne se sait pas forcément. Il y a besoin de renforcer l'attractivité du territoire alors qu'elle est réelle. Donc on est sur une histoire de perception. Donc à travers ça, et nous en tant que médias, je souhaite qu'on soit co-contributeur de ça. Donc ça amène en fait ce Global Compact d'une démarche RSE, responsabilité sociale d'entreprise pour nous en interne d'abord, qui est partagée par tous, ici, vers ce qu'on est, c'est un nouveau rôle des médias. Et nous, en tant que médias local, ça nous amène à un rôle finalement d'intérêt collectif sur le territoire à mener. Et de cette démarche depuis 2 ans autour du Global Compact, on en a fait quelque chose qui se traduit concrètement sur notre média, qui a été la création de l'éco-tremplin Radio Mont Blanc. Alors du coup, est-ce que tu peux nous détailler davantage ce que c'est, quelle est la formalité ? Ça va être la 2e édition cette année, peut-être faire un retour aussi sur ce qui s'est passé l'année dernière. Oui, donc cet éco-tremplin, on l'a créé à partir des observations qu'on a pu faire sur le territoire, des tendances, du rôle des médias qui devait évoluer puisque c'est un secteur qui mute beaucoup, de ce qu'on voyait dans les industries autour de nous, montagnes et vallées, de voir aussi que les montagnes et les vallées ne se parlaient pas forcément. Il y avait une absence de dialogue entre eux. Il y avait besoin d'un dialogue. Donc quand on a un micro, on s'en sert en fait pour le tendre et pour créer ce dialogue. Donc ça a été un peu les points qui ont déclenché ce sujet-là. Et cette première édition a été un succès parce qu'on a reçu 45 dossiers sur les Deux-Savoie. Et 45 dossiers, à notre échelle, pour un premier concours, c'était beaucoup. Et en plus de ça, des dossiers vraiment de qualité. Donc on était plutôt contents. Et là, on était aussi contents, c'est de voir que non seulement on avait des candidatures qui venaient de notre zone FM Radio Mont Blanc, mais aussi bien sur le hors-zone. Donc ça voulait aussi dire que Radio Mont Blanc est une marque qui existe en dehors des frontières historiques FM. Donc ça, c'était précieux pour nous parce que on allait entamer un prochain développement qui est le DAB+,
le fait d'avoir une diffusion numérique terrestre au-delà de notre zone actuelle et avec une meilleure qualité d'écoute. Donc ça a permis de préparer ça. Donc c'est bien parce que maintenant qu'on est diffusé en DAB+, sur Annemasse, Annecy, Aix-Chambéry, on arrive de manière beaucoup plus assumée sur ces territoires avec la saison 2 qui est lancée depuis début janvier. Formidable. Alors du coup, si tu regardes ton parcours, je suis désolée d'en parler, mais ça fait quand même partie de la vie. Quelle a été selon toi la plus grosse erreur que tu aies pu faire et qu'est-ce que tu en retiens ? En fait, il n'y a pas un jour où je me suis dit ça c'est une grosse erreur, je ne le referai plus, parce que j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, donc plutôt à me dire ok, il se passe ça ou il se passe ça, mais je ne le vis pas comme une grosse erreur ou comme un échec, je le vis plus comme on apprend. Et puis on fera différemment la prochaine fois. Mais je pense quelque chose dont on m'a peut-être pas assez parlé plus jeune et que j'ai découvert au fil de l'eau, qui est en fait une vraie réalité, c'est qu'il y a tout l'immatériel qu'on ne voit pas dans la vie au début parce qu'on pense que le monde n'est fait que de compétences, de savoir faire ci, de savoir faire ça. Mais en fait, c'est tout l'immatériel qui fait l'expérience professionnelle. Le sujet, c'est pas tant d'avoir la compétence, c'est surtout le savoir-être. Et dans le savoir-être, y a des personnes autour de vous, autour de nous, ou soi-même, qui font qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'appelle l'ego, par exemple, qu'on peut observer. Et en fait, on se rend compte que oui, ça porte un nom, ça s'appelle l'ego, et que certaines personnes ne fonctionnent pas à la logique de bienveillance, d'un aspect constructif des choses, de bien faire les choses, mais à l'ego. Et ça biaise énormément quand même les relations et l'évolution qu'on peut avoir dans des structures. Donc à partir du moment où on le sait, que ça fonctionne comme ça, ou qu'en tout cas il y a une partie des gens qui fonctionnent comme ça, on le sait en fait. Donc on vit avec, et puis on sait qu'il faut en tenir compte dans la manière de voir les choses. Si on peut contribuer à essayer d'obtenir plus de bienveillance, c'est mieux, mais en tout cas on le sait. Voilà. Et quand tu parlais tout à l'heure justement de l'importance du sens, le sens étant finalement le Graal pour l'engagement. On a aussi, alors l'ego certes, mais on a aussi l'autre pendant qui, lorsqu'on veut engager ses équipes, ce sont les croyances limitantes. Alors là, c'est effectivement complexe. Est-ce que ce sont des choses que tu as rencontrées ici ou à d'autres postes aussi et à manager? Qu'est-ce que tu en retiens? En fait, les croyances limitantes, c'est important parce que certains s'empêchent d'avancer parce qu'ils ont ces croyances limitantes, alors de l'enfance, de l'éducation, de précédentes boîtes, et ça peut être un frein à un moment donné dans une entreprise. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir avoir une équipe soudée et d'avoir des personnes qui sont moins dans ce côté limitant pour faire avancer la locomotive globale. C'est important d'avoir des tierces personnes de l'extérieur qui viennent former, accompagner, donner un autre point de vue, et que ces autres points de vue, ils sont clés pour avancer, pour petit à petit lever ces croyances limitantes. Parce que le principal frein, en fait, pour développer une boîte, c'est pas tant les compétences, c'est soi-même. C'est les gens eux-mêmes qui pensent qu'ils peuvent peut-être pas y arriver, alors qu'en fait, ils ont beaucoup d'atouts pour y arriver. Donc c'est un sujet, pas de motivation, mais de ne pas se freiner soi-même pour continuer à avancer. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu as, certainement, tu as de grandes fiertés et de grandes satisfactions dont tu peux nous parler, des moments clés dans ta vie professionnelle où tu t'es dit, waouh, là, ça c'était un beau moment, une belle journée, un vrai accomplissement? Je ne sais pas si c'est en termes de journée, c'est plus en termes de faits ou de pivots qui ont pu être aboutis. Je reparle de l'éco-tremplin, mais parce qu'en fait, quand je vois le succès, ou quand moi, ce format, il arrive, il est presque normal, en fait, pour moi, dans ma manière de fonctionner, avec cette âme entrepreneuse que j'ai, d'arriver à cet aboutissement. Et quand je vois dans les yeux des autres à quel point c'est quelque chose de hyper novateur, alors ça l'est, je me dis que j'apporte une contribution qui me rend fière, qui est l'inspiration. Et l'inspiration, c'est un peu tous les jours, et vous le disiez Armelle tout à l'heure sur le Global Compact, c'est que ce sujet d'inspiration, en fait, c'est aujourd'hui quelque chose qui m'anime et dont je suis assez fière parce que ça
ça se propage, ça se réalise à différentes strates de l'entreprise, en interne, en externe, dans mon entourage. Et cette inspiration, c'est une fierté, donc je pense aujourd'hui, ouais. On parlait de ciblage client en introduction de cet épisode. Est-ce que c'est un travail que vous conduisez, notamment lorsque vous créez un programme ou une émission ? Alors, le ciblage, en fait, en radio, pour une radio locale, c'est un peu compliqué de le mener de manière très, très organisée parce qu'on a une mesure d'audience annuelle qui sont les médias locaux, et donc c'est l'été. Donc en revanche, ça nous sert de pilotage d'une saison à une autre, en sachant que la radio, c'est un média pour que les choses prennent. Il faut entre 3 et 6 mois pour que le contenu prenne, et qu'on ait des retours auditeurs partenaires. Et en fonction de cela, on ajuste au fur et à mesure et sur la saison d'après. La radio, c'est un média d'habitude, d'écoute. Donc du jour au lendemain, on ne peut pas se dire que tout d'un coup, quelque chose change comme ça. Il y a une grille avec des rituels et c'est important. Hein. La personne qui est à 8h22 dans sa voiture et qui emmène ses enfants, elle sait qu'elle va tomber sur la chronique XY et elle est habituée à ça. S'il n'y a plus ça change, donc il faut pouvoir le faire évoluer progressivement. Donc on pilote d'une année sur l'autre. En revanche, pour les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on voit les vues, on voit la mesure de tout ce qu'on fait. Donc on ne change pas non plus tous les jours, mais c'est un indicateur précieux. Donc on a les audiences pour la radio, on a les réseaux sociaux, et puis on a les retours qualitatifs de nos clients aussi en termes de ciblage, parce que nos clients, nos partenaires, c'est aujourd'hui notre première source de revenus ici en local, et donc il est clé qu'ils soient satisfaits de ce que l'on fait pour eux. Et les exemples qu'on a, les questionnaires que l'on a de satisfaction démontrent du positif, de la confiance, qui sont nos valeurs, donc qu'on est dans le bon sens. Donc c'est comme ça qu'on mesure, quoi, en quanti et en quali. Alors les industries du tourisme et de l'outdoor au sens large ont beaucoup évolué ces 10 dernières années. Quelles sont les évolutions que tu as pu observer et qui t'ont profondément marqué ? Les deux, je dirais, évolutions. Il y en a une qui est à la fois du côté du grand public et une autre qui est à la fois du côté des gouvernances. Celle du côté du grand public, c'est sur le côté de la pratique de la montagne, dans le sens où on est passé peut-être un imaginaire ou un inconscient, mais moi j'ai la sensation qu'on est passé du très très beaucoup ski à du variété d'activités en montagne, et ça vient probablement de tendances comportementales des uns et des autres. C'est-à-dire que la montagne aujourd'hui, je pense, est de plus en plus pratiquée sous l'angle du slow montagne, prendre le temps de vivre des instants présents. Et la montagne, pour ça, c'est un super terrain pour vivre des expériences qui sont pas que ski, qui sont aussi se détendre, détendre le corps, détendre l'esprit, détendre le cœur. Et détendre le corps, ça passe aussi par du yoga en montagne, par se détendre dans des lieux thermaux qui sont autour des montagnes et qui permettent de se ressourcer. Donc ça crée une nouvelle dynamique sur la montagne, et en Haute-Savoie notamment, mais c'est aussi le cas en Savoie. On a la chance d'être entouré de villages, stations-villages de montagne, où on a la chance de pouvoir vivre des expériences incroyables qui sont pas que montagne. Et puis Armelle, vous le disiez d'ailleurs, finalement le ski, le volume d'heures de ski passé sur les pistes, il est moindre par rapport à il y a quelques années, donc ça veut dire que pendant ce temps-là, on a envie de faire autre chose, et puis le faire autre chose, il permet de se détendre et ça fait du bien. Et le deuxième point que j'observe, c'est ce dialogue qui se crée désormais entre les instances montagne et vallée. Et c'est pareil, qui n'existait pas ou peu dans les années précédentes. Donc ça, il y a eu des évolutions majeures là-dessus, puisqu'en fait, ils se retrouvent sur des chantiers communs, sur fond de développement durable d'ailleurs, et on le voit notamment avec la dynamique de la mobilité et des ascenseurs valléens qui sont en train de se développer pour les derniers kilomètres. Et donc là, les uns ont besoin des autres. Donc c'est à travers des projets concrets et sur le sujet du développement durable qu'on voit qu'ils se retrouvent. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment un sujet très précieux pour nous tous.
Il y a une phrase qui m'est venue tout à l'heure lorsque tu parlais justement de ta posture et de ta quête de sens. C'est inspirer pour engager. Il me semble que ça résume bien finalement la dynamique et ce sens que tu veux porter pour toi-même et pour tes équipes. Ça résume très bien le propos, inspirer pour engager, puisque ce qui m'intéresse moi, c'est d'être à l'origine et de pouvoir embarquer des parties prenantes dans un projet, dans une vision, pour que cette vision et ces projets avancent. Encore une fois, c'est pas le tout d'avoir des idées, mais si on reste au stade de l'idée et qu'on se donne pas les moyens de les faire avancer, d'en avoir un suivi, il va pas se passer grand-chose. Des idées, on peut tous en avoir. Tout l'intérêt, ça va être comment on les fait avancer pour que ça prenne vraiment et qu'on puisse les mesurer. Donc inspirer pour engager, oui, je suis d'accord. Et du coup, comment est-ce que tu vois l'avenir de ces industries de l'outdoor et du tourisme ? Je le vois beaucoup dans la préservation des espaces, pas de manière punitive d'interdire des choses, mais là, il faut qu'on arrive à encadrer un peu quand même ce cadre de la montagne pour pas être dans un tout n'importe quoi. Donc on le voit avec la soif que les gens ont eue de venir sur les pistes et les délires totaux de vitesse qu'on peut observer. Alors on est libre dans la montagne, mais il faut aussi la respecter. Donc la respecter, si on n'est pas capable de respecter soi-même, il va donc falloir encadrer un minimum les choses. Donc moi je le vois par la régulation, la prévention un peu sécuritaire. Je le vois par la préservation, pour sortir du n'importe quoi et préserver la biodiversité et ce terrain de jeu qui est super précieux. Et puis je le vois donc par les acteurs parties prenantes aussi dès la production des systèmes. Donc on voit que les acteurs de la montagne s'y mettent et c'est tant mieux parce qu'il faut bouger là-dessus. Donc je le vois à ces 3 niveaux-là en fait, de la production jusqu'à la consommation, avec un minimum d'encadrement pour que ce soit régulé. Merci beaucoup Caroline Chicard-Kubler de nous avoir invités dans tes studios magnifiques du groupe Montblanc Média. Voici les 4 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que ce n'est pas la taille de l'entreprise qui compte, mais le sens et l'énergie qu'on y met. Le second, c'est que quand on a un nom comme Montblanc, eh bien ça nous donne aussi des responsabilités et ça implique des engagements à respecter les fondamentaux de la RSE et à tenir les 17 objectifs du développement durable. Il nous faut donc inspirer pour engager les parties prenantes d'une entreprise. Le troisième point, c'est que l'ego est l'ennemi. C'est un peu le titre du célèbre livre de Ryan Holiday. Et il nous faut faire attention à la gestion des égos et parfois savoir mettre le sien en sourdine pour arrondir les angles ou au contraire pousser un peu son ego pour lever ses croyances limitantes et déployer ses ailes professionnellement. Et enfin, le dernier point, c'est que la montagne est un territoire idéal pour pratiquer le slow tourisme, se ressourcer, se cultiver, etc. et vivre des expériences fortes en dehors du ski, qui n'est en hiver pratiqué plus qu'en moyenne 4h30 par jour. Il nous reste donc près de 20 heures pour profiter de tout ce que la montagne a à offrir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoor, nous vous invitons à retrouver tous les dimanches un nouvel invité prestigieux. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcast favorite. Bien entendu, vous pouvez aussi partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.